Bonjour chers pirates, je suis devant vous pour vous parler d'un rapport fait au Premier ministre par un magistrat de la Cour de cassation qui s'appelle Mohamed Hadjen Trojet et qui a été aidé en cela par Rémi Blanchard. Ce rapport concerne l'ouverture des données publiques et il essaye de répondre à la question: les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ? Depuis plus de 15 ans, l'État a pris conscience de l'importance des données produites et collectées par ses services et de la nécessité de les mettre gratuitement à disposition d'utilisateurs et de réutilisateurs pour renforcer la démocratie, développer l'économie, ainsi que pour moderniser l'action publique. À l'issue d'un mouvement de balancier, les autorités publiques ont décidé d'affirmer un principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques. La mise en place du portail gouv-data.fr ou data.gouv.fr, géré par la mission Etalab, illustre cette volonté politique. Pourtant, pour divers motifs, besoins budgétaires, situation de monopole, vision patrimoniale des informations et de la ressource qui en est tirée, une vingtaine de services publics administratifs ont institué ou maintenu des redevances de réutilisation. Cela traduit dans certains cas une réelle inquiétude de l'administration de ne pas être en mesure de satisfaire les réutilisateurs en termes de qualité des données et du service, mais aussi une crainte que les informations ainsi communiquées ne soient réutilisées pour critiquer le service public. Alors que plusieurs administrations présentent leur redevance comme un obstacle à la captation de valeur par les grands groupes pratiquant l'optimisation fiscale, cet effort semble illusoire si l'on met en regard le montant demandé et les moyens de ces entreprises. Malgré un effort de recensement mené en 2012, la connaissance de ces redevances était imparfaite et donnait lieu à des estimations allant, c'est curieux, du simple au triple. Selon la source interrogée, la variation était donc extrêmement importante. En réalité, les recettes concernées s'élèvent à un montant de 35 millions d'euros. Elles sont très concentrées sur un nombre très restreint d'opérateurs et de ministères. L'INSEE et l'IGN perçoivent chacun près de 10 millions d'euros et le ministère de l'Intérieur près de 4 millions d'euros. Sur 27 redevances au total, les 14 plus petites rapportent ensemble moins de 5% du total, c'est-à-dire moins de 1,75 million d'euros. Près de 15% du montant total perçu sont acquittés par des acteurs publics, autres services de l'État, collectivités territoriales, entreprises publiques, etc. Nous sommes là dans le cadre assez connu dans le commerce plus classique des 80-20. Je précise pour ceux qui ne seraient pas familiers des acronymes que l'INSEE est évidemment l'Institut national de la statistique et des études économiques et que l'IGN est l'Institut géographique national. Ces revenus sont en forte baisse depuis 2010. Ils ont décru de 33% en 2 ans. Le produit des redevances est le plus souvent perçu dans le cadre d'une vente en gros ou en détail des données, plus rarement en contrepartie de prestations de services sur mesure. Bien que, par ailleurs, les entités considérées contribuent parfois à la politique d'ouverture des données publiques, les modèles économiques de ces redevances ont pour effet d'en limiter les réutilisations, ce qui est évidemment
l'objet même de notre interrogation. Ainsi, les tarifications retenues, souvent dégressives, tendent à cantonner l'accès aux acteurs établis ou ayant déterminé à l'avance les usages qui seront faits de ces données. De ce fait, les acteurs moins dotés, c'est-à-dire les citoyens, les étudiants, les chercheurs, les jeunes pousses, sont exclus par ces barrières à l'entrée. Cette situation est préjudiciable au regard des gains attendus d'une politique d'ouverture des données publiques dont la vocation est la fourniture d'un bien public, vecteur d'externalités positives. Cela est d'autant plus préjudiciable qu'il s'agit souvent de jeux de données utiles à l'exercice de la démocratie et de jeux de données à fort potentiel socio-économique, tels que les données géographiques, que les données météorologiques ou que les données de santé. Faute de recul, peu de travaux scientifiques permettent de chiffrer avec précision ce potentiel. Toutefois, les expériences étrangères, qu'elles soient menées à l'échelle d'États ou à des niveaux sectoriels, suggèrent qu'à une phase d'investissement dans l'ouverture des données publiques succède une phase où les bénéfices sociaux et économiques dépassent très largement les coûts pour la collectivité. Ainsi, en ce qui concerne les données géographiques, une étude finlandaise indique que les entreprises réutilisatrices se développent davantage dans les pays où ces informations publiques sont ouvertes. Ce résultat est corroboré par les analyses de l'IGN, déjà citées, et qui nous dit que le passage à la gratuité du référentiel grande échelle de l'établissement public pour les organismes chargés d'une mission de service public administratif a entraîné une multiplication par 20 des volumes d'informations téléchargées, soit un bénéfice social estimé à 114 millions d'euros par an, pour un manque à gagner de 6 millions d'euros de redevances. C'est ce qui constitue ce manque à gagner, bien évidemment. De même, l'ouverture des données publiques géographiques et météorologiques aux États-Unis a donné naissance à des groupes multinationaux dont la valorisation s'élève à plusieurs milliards d'euros, ce qui est le cas par exemple de Weather Channel ou de Garmin. Considérés comme les États-Unis, comme un précurseur de l'ouverture des données publiques, le Royaume-Uni a estimé à 6 milliards d'euros pour 2010 et 2011 les bénéfices de l'ouverture des données publiques pour la société britannique, dont 5 milliards de bénéfices sociaux. À titre d'exemple, une jeune pousse y a mis en évidence des gisements d'économie massive en analysant les prescriptions de médicaments brevetés et des génériques correspondants. C'est une problématique qui ne peut nous laisser indifférents, vous le comprendrez. Ces perspectives ne sont pas hors de portée de la France, qui est non seulement classée parmi les États précurseurs, mais aussi l'un des pays à progresser le plus vite dans ce domaine. Ce constat, dressé par plusieurs observateurs, est valable au niveau des États du G8, de l'Union européenne et d'un ensemble de 23 pays aux caractéristiques très diverses. Pour réaliser ce potentiel, l'État peut s'appuyer sur la rencontre entre des volumes importants de données publiques de qualité et ouvertes, bien sûr, d'une part, et des réutilisateurs nombreux aux profils variés, citoyens, chercheurs, communautés de développeurs, entreprises, afin de faciliter et d'encourager
cette rencontre, il est essentiel que l'administration adopte une stratégie de plateforme performante de mise à disposition des données ouvertes et dans des formats permettant le traitement automatisé. De telles plateformes participent de la mise en place des infrastructures informationnelles essentielles tant à la démocratie qu'au développement économique. Une stratégie de plateforme présente plusieurs avantages. Outre qu'elle permet aux services publics de garder le contrôle des données, elle leur donne une occasion unique d'observer et de comprendre les usages qui sont faits de leurs informations afin d'identifier les innovations prometteuses et d'en tirer des gains de productivité grâce aux contributions volontaires de l'écosystème ainsi créé. De plus, elle offre un cadre d'échange automatisé de données entre administrations. Lorsqu'il paraît nécessaire de financer une partie des coûts engagés en faveur d'une telle infrastructure de plateforme, l'État doit être en mesure de déterminer précisément les acteurs sur lesquels le financement doit peser et les modes de financement les plus adaptés. À titre d'exemple, les grandes plateformes numériques se financent en général en prélevant une fraction de la valeur d'un écosystème d'innovation qu'elles savent attirer, nourrir de données et stimuler, et non en essayant de développer elles-mêmes les applications ou de prévoir les usages qui seront faits de leurs informations. Les coûts de production et de collecte des informations publiques devraient, en toute rigueur, peser exclusivement sur le budget de l'État, puisque ce sont des dépenses permanentes du service public. La prise en charge d'une part de ces coûts par les réutilisateurs fait peser un risque important sur la pérennité du service public. En effet, le monopole d'État de production d'informations publiques de référence s'érode à un rythme qui s'accélère. Les données collectées et produites par les grands groupes et surtout par des projets collaboratifs faisant appel à un grand nombre de contributeurs bénévoles, supplantent chaque jour davantage les données publiques. Les coûts marginaux inhérents à la diffusion des informations sur les plateformes peuvent éventuellement être couverts par une redevance, sous réserve qu'elle ne constitue pas ni un frein à la réutilisation, ni une barrière à l'entrée des réutilisateurs. Le modèle combinant gratuité et tarification progressive, selon le type de réutilisateur et en fonction de critères correctement définis au regard de la valeur ajoutée par la plateforme, doit être privilégié. D'autres modes de couverture des coûts marginaux, fondés sur des contributions volontaires ou des financements coopératifs, pourraient être utilement expérimentés. Si la dépendance envers la redevance de plusieurs services publics est indéniable, la transition vers de nouveaux modèles économiques revêt un caractère d'urgence pour maintenir et améliorer la qualité des informations publiques, voire pour garantir la pérennité du service public. Pour que cette transition ne déstabilise pas excessivement les entités concernées, la mission que j'ai eu le plaisir de présider recommande un accompagnement par les structures interministérielles compétentes et notamment le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Une telle transition est non seulement indispensable, mais aussi inhérente aux lois du service public, entre guillemets, en vertu du principe de mutabilité dont doit être déduite une exigence d'innovation technologique et d'adaptation des modèles économiques, des modes de production et de diffusion de la donnée publique. Je viens de vous donner lecture de la synthèse d'un rapport passionnant de 152 pages, donc qui a été établi sous la direction de Mohamed Adnan Trojet et qui a été présenté au Premier ministre. Dans une prochaine vidéo, je vous porterai commentaire
sur ce rapport. Au revoir.